Bonjour à tous. Nous allons voir au travers plusieurs chapitres comment les ressources phytogénétiques et qui sont le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective au potentiel pour l'alimentation et l'agriculture, sous les effets conjugués de l'exploitation incontrôlée des ressources et des contraintes naturelles, on assiste à une érosion génétique de ces ressources. Donc non seulement le nombre de plantes cultivées diminue, mais leur base génétique se réduit progressivement du fait de leur domestication. Donc, d'après ce plan, qu'on peut diviser en deux parties, la première concerne la domestication, la collection et la valorisation de la diversité des ressources phytogénétiques, et la deuxième sur la conservation des ressources phytogénétiques, la production, le contrôle et la certification des semences. Vous pouvez noter que vous aurez besoin de toutes les techniques que vous avez apprises en génétique, génomique et outils de biotechnologie végétale. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ces techniques pour pouvoir aborder les différentes facettes de ce cours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la première partie de ce cours. Commençons d'abord par la domestication des ressources phytogénétiques. Les céréales ont été découverts en plusieurs points du globe. Ils sont assez correctement datés. Donc il y avait du blé cultivé, du maïs, du millet, du riz plusieurs millénaires avant notre ère. Donc à ces périodes-là, les sociétés de chasseurs, pêcheurs, éleveurs, récolteurs itinérants se sont transformées en sociétés d'agriculteurs. Certains admettent que l'acquisition de l'agriculture est une réponse à deux types de contraintes possibles. Soit un changement assez radical du milieu, dispersant ainsi le gibier, réduisant les points de pêche. La réduction de l'efficacité des cueillettes et de la chasse aurait conduit à utiliser ces plantes comme base alimentaire plus directe et à fonder l'agriculture, soit à un accroissement démographique dépassant les possibilités offertes par les cueillettes. Ainsi, au cours des millénaires, les agriculteurs ont appris à conserver les semences des cultures qui leur semblaient les plus simples à transformer ou à stocker ou les plus résistantes ou simplement les plus savoureuses. À travers quelques exemples, on va voir comment la domestication ne correspond pas à des changements très complexes. L'exemple 1, la domestication du blé. Les premiers blés cultivés, traités comme monocoque diploïde et traités comme botucum tétraploïde, n'étaient probablement qu'une spécialisation modérée des formes spontanées, diploïdes et tétraploïdes respectivement. Les différents niveaux de ploïdie existent dans le complexe traité comme déjà, indépendamment et bien antérieurement à la domestication. L'évolution est beaucoup plus ancienne que la domestication. Donc, de chaque groupe et espèce de polyploïdes, des formes cultivées ont été sélectionnées, mais la domestication ne consistait pas en la création de ces polyploïdes. L'exemple 2 concerne le maïs, le millet et le riz. Du point de vue des structures génétiques, il n'existe pas de différence profonde entre les formes spontanées et cultivées qui en dérivent. Les complexes d'espèces profondément compartimentées sont issus d'une évolution beaucoup plus ancienne que la domestication. Donc, celle-ci n'a subdivisé et créé que des compartiments très voisins avec des contrôles de flux de gènes légers, mais suffisants pour assurer l'originalité morphologique de la forme cultivée. L'acquisition de formes à peu près cultivables a pu être très rapide d'écouler des viens de semer les graines des plantes remarquables dont le récolteur avait constaté l'absence des grenages spontanés à maturité. Sur cette amorce des plantes sans égrenage spontané, le repérage des autres caractères permet de perfectionner progressivement la plante. Donc passons maintenant au centre d'origine de Vavilov et de Harlan. Vavilov a organisé à travers le monde de très nombreuses prospections.
En réunissant les informations acquises qui concernaient toutes les plantes utiles, il constate que la diversité des formes cultivées pour chaque espèce et le nombre des espèces cultivées n'étaient pas distribués uniformément, mais que certaines zones étaient particulièrement riches et assez bien localisées géographiquement. Ces centres de diversité correspondaient selon lui à des centres d'origine. Donc non seulement des espèces cultivées, mais de l'agriculture elle-même. Donc centre de diversité pour lui est une observation, centre d'origine est une interprétation. Les caractéristiques de la diversité permettant à ce botaniste généticien russe d'identifier ces centres étaient principalement l'hétérogénéité du milieu, c'est-à-dire la diversité des paysages et la multiplicité des cycles culturels potentiels, sans oublier la diversité des parasites. Le deuxième point, c'est la multiplicité d'espèces voisines de l'espèce cultivée. Donc, il existe plusieurs compartiments du complexe d'espèces concernées. Le troisième point, la présence d'hybrides interspécifiques. Ici, l'évidence de flux de gènes entre compartiments. Le quatrième point, c'est la diversité des variétés cultivées, c'est-à-dire des variétés polymorphes. Polymorphisme intraspécifique et intrapopulation élevée. Le dernier point, c'est la fréquence élevée de caractères à allèle dominant. Ici, c'est l'indication d'un taux d'hétérozygosie moyen élevé. Donc, depuis les travaux de Vavilov, l'aspect très étroitement circonscrit de ces centres d'origine, que vous voyez ici dans cette figure, est quelque peu revu. Donc l'origine des agricultures ne semble pas devoir être aussi strictement localisée. Donc le botaniste américain Harlan qualifie les centres d'origine comme étant des zones extrêmement étendues sur des milliers de kilomètres où peut s'être produite la domestication d'une plante donnée. Ainsi, Harlan a pu identifier ces régions d'origine des plantes cultivées. Donc deux régions A, deux régions B et deux régions C. La région A1 au complexe du Proche-Orient. Donc les plantes cultivées étaient surtout les céréales. La région A2 en Afrique, aussi les plantes cultivées étaient aussi les céréales. La région B1 en Chine centrale, les céréales et les pseudo-céréales. La région B2 en Asie occidentale et île du Pacifique, c'est aussi les céréales. Et les deux dernières régions, donc C1 en Amérique centrale et C2 en Amérique du Sud, donc les plantes cultivées étaient les céréales, les légumes et épices. Passons maintenant aux quelques exemples de plantes domestiquées. Donc, avant de traiter ces exemples, donc voyons ensemble les étapes de la sélection. La sélection des plantes utiles pour l'alimentation a passé par plusieurs étapes. Donc, il y a déjà 10 000 ans, les cultures étaient très hétérogènes. La domestication des plantes intéressantes pour l'alimentation et qui ne correspond pas à des changements très complexes a conduit à l'acquisition de l'agriculture. Donc les cultures étaient encore très hétérogènes. Puis l'homme a passé à une sélection intra-population via le choix de quelques individus, ce qui a conduit à une amélioration de population. Avec la maîtrise des techniques d'amélioration des plantes, l'homme a passé au sommet d'une variété qu'il a créée, ce qui a abouti à l'homogénéité des cultures. L'histoire ici du maïs est étroitement liée à celle de l'humanité. Donc, grâce au travail de l'homme, cette plante a évolué et son aire de culture s'est développée.
Le maïs résulterait de la domestication des thiosintes. Donc le thiosynthe proche génétiquement du maïs est cependant différent sur le plan morphologique. Il présente un tallage abondant, un épi de petite taille et une sensibilité à l'égrenage. Les premiers maïs datés de moins 7000 ans ont été découverts au centre du Mexique. Donc les civilisations indiennes ont effectué sa domestication. Donc un épi de maïs mesurait alors environ 2,5 cm. Après, donc les caravelles des conquistadors espagnols et portugais apportent le maïs dans le sud de l'Europe où il se développe en population adaptée à chaque territoire. Avec la redécouverte du loi de Mendel à la fin du XIXe siècle et la mise en évidence des phénomènes d'hybridation au début du XXe siècle, naît la sélection des plantes telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le maïs est l'espèce dans laquelle les premiers hybrides ont été créés. Ces variétés hybrides, donc croisement de deux lignées pures, elles sont plus vigoureuses que les populations. Donc c'est le résultat de l'hétérosis, appelé également vigueur hybride. Donc ces hybrides résultent du croisement entre des lignées américaines de maïs à grains dentés et des lignées européennes à grains cornés. Le deuxième exemple, donc sur le blé, les premières traces d'une graminée sauvage ancêtre du blé remontent à plus de 500 000 ans. Donc l'origine du blé dur et tendre remonte à la fusion de deux génomes de deux espèces ancestrales, Triticum erartu, génome A, et Aegilops spildoid, génome B. Cette fusion conduit à l'apparition de Triticum turgidum dicocoïde, génome AB, espèce qui se répand à la fois dans l'espace et dans le temps. Il est haut et compétitif, il présente aussi des défauts. Ses épis ne mûrissent pas en même temps, les grains sont vêtus d'une enveloppe, ses rachis sont cassants, caractère qui favorise la dispersion des grains à maturité et rend là difficile la moisson. Donc après, Triticum turgidum dicoccum apparaît, présentant des caractères nouveaux sélectionnés par l'homme. Donc les épis les plus solides ont été favorisés pour leur aptitude à la moisson. La dormance, la dormance des grains a été privilégiée pour permettre le stockage après la récolte. Les grains sont plus gros, la maturité des épis est plus régulière. Certains caractères ancestraux persistent, le grain reste vêtu. Donc l'ancêtre du blé dur va évoluer en conservant son génome B, tandis que l'ancêtre du blé tendre résulte pendant cette domestication de l'addition fortuite au génome AB du génome D de notre graminée sauvage. Donc la domestication a porté sur la sélection de peu de caractères et s'est accompagnée d'une importante réduction de diversité génétique. Voyons maintenant comment la domestication est accompagnée de cette perte de diversité dont nous venons de parler. Donc prenons l'exemple du maïs. Donc cette figure montre le taux de polymorphisme, c'est-à-dire le nombre d'allèles par population en fonction de la séquence du gène responsable de la dominance apicale. La modification de fonctionnement de ce gène est importante pour les changements morphologiques qui ont conduit les thiosintes sauvages au maïs cultivé, augmentation de dominance apicale. Le polymorphisme ici, comme vous voyez, donc il est plus grand dans la région 5' non codante du gène, chez les populations naturelles de thiosintes, l'ancêtre du maïs, que chez le maïs où des allèles particuliers ont été fixés par la domestication en 10 000 ans. Donc ici on parle de la signature
de la sélection. L'exemple 2 concerne donc le blé dur. Ici, nous avons une perte de diversité lors de la domestication des espèces, en allant de la forme sauvage ancestrale, après vers la forme domestiquée, après vers une forme avec des grains nus et donc une perte aussi de diversité génétique en allant de cette forme de grains nus vers la forme cultivée actuelle. Ce travail est basé sur 15 marqueurs microsatellites en calculant donc l'indice, un indice très important de la diversité génétique qui est l'hétérozygosité, c'est-à-dire le nombre des individus hétérozygotes divisé par le nombre total des individus de l'échantillon. Donc on parle de l'hétérozygosité ou la diversité génétique. En se basant sur le même indice, donc on va voir là, cette perte de diversité donc, chez le blé tendant. Donc, d'après cette figure, donc, vous voyez une perte de diversité constatée chez le blé tendant français cultivé entre les années 80 et 2000. Donc, une perte de diversité que vous voyez si on compare ces variétés-là avec les variétés locales domestiques. Le quatrième exemple concerne la pomme de terre et le maïs. Donc, entre 1845 et 1848, donc on parle de la famine en Irlande. Donc, la principale cause est la monoculture de la pomme de terre, associée à un faible choix variétal et l'arrivée brutale du mildiou. Donc, la cause principale, c'était la monoculture de la pomme de terre. En 1970, on parle de la crise du maïs aux États-Unis. Donc, 25% des cultures du maïs sont détruites en 3 ans par l'helminthosporiose, donc une autre maladie cryptogamique. Donc, telle que la première, donc, qui a touché la pomme de terre, et la cause principale, donc, c'était la monoculture de la pomme de terre et du maïs. Passons maintenant au couplage des formes sauvages et des formes cultivées. La domestication a créé un compartiment cultivé à partir de compartiments sauvages particuliers. Cette création s'est faite sans création de barrières reproductives a priori, par le seul jeu de la sélection des caractères, favorisant la récolte et l'exploitation de la plante cultivée. Ici, on parle du syndrome de domestication. La domestication du blé comporte bon nombre d'autres plantes cultivées conduit à modifier un certain nombre de caractéristiques morphologiques, physiologiques et de fait génétiques de la plante. Ces modifications ont été regroupées sous l'expression syndrome de domestication. Cet état de confrontation stationnaire de deux compartiments couplés est en général fonctionnel dans les zones d'origine répertoriées pour les plantes cultivées et a conduit à une spéciation sympatrique ou parapatrique. Les flux de gènes existent entre ces deux compartiments, mais ils sont contrôlés, et l'amélioration génétique par rétrocroisement. Donc, concernant la spéciation sympatrique, donc, elle s'explique par le fait qu'une population initialement interféconde s'est séparée en deux ou plusieurs espèces distinctes partageant un territoire commun. Donc, une telle spéciation peut avoir pour cause un isolement reproductif qui empêche les hybrides d'être viables ou de se reproduire, et qui, en réduisant le flux de gènes, permet une divergence génétique. Donc, nous y reviendrons plus en détail sur ces barrières reproductives. La spéciation parapatrique. Alors, dans cette spéciation, les populations en divergence ne sont pas totalement isolées géographiquement, mais possèdent une zone de contact étroite. Donc, les migrations entre populations sont cependant limitées, puisque ces dernières se perpétuent dans des conditions environnementales différentes. Gradient climatique, par exemple. Donc, ici, la sélection naturelle
a donc un rôle important dans son mode de spéciation. Donc, concernant le flux de gènes qui existe entre ces deux compartiments et qui sont contrôlés. Donc, ils sont contrôlés d'une part par des barrières reproductives, mécanismes prézygotiques et postzygotiques qui empêchent les hybrides d'être viables ou de se reproduire. On peut donner ici des exemples, des décalages de floraison, des modes de reproduction différents, réduisant les échanges, ou par des niveaux de cloïdés différents. D'autre part, du fait de l'intervention du cultivateur qui exclut de sa semence les plantes n'ayant pas le phénotype cultivé, mais qui tolèrent souvent la participation à la pollinisation des hybrides spontanés entre cultivés et sauvages. Donc, le troisième point, c'est les formes bas-cross issues des hybrides sauvages et cultivés. Le rétrocroisement donc, est une méthode d'amélioration pratiquée par les sélectionneurs. Donc, son principe est d'éliminer progressivement tous les gènes d'un géniteur donné comme un géniteur de résistance, le parent donneur, sauf celui qui confère la résistance à une maladie déterminée. Ceci est réalisé par des croisements successifs de celui-ci avec une variété de bonne qualité, de bonne valeur agronomique, et si on parle du parent récurrent ou parent receveur. Au cours des rétrocroisements, les gènes du parent récurrent remplissent le géniteur ou donc ici les gènes du parent récurrent remplissent le géniteur ou leur proportion augmente de 50% par la première hybridation, à 75% pour le premier rétrocroisement, 87,5% pour le deuxième rétrocroisement, 93,75% pour le troisième rétrocroisement et 96,87% pour le quatrième rétrocroisement. Donc ici, la contribution génétique du parent donneur, le géniteur est ainsi réduite de moitié à chaque génération. Il en résulte un individu d'une constitution génétique identique à celle du parent récurrent, à l'exception des segments chromosomiques portant le gène d'intérêt. L'objectif du bac-cross est de restituer donc aux parents récurrents tous ces gènes, sauf le ou les gènes qui contrôlent le caractère à transférer. Le bac-cross est plus facile si le caractère transféré est dominant, hautement héritable, facilement reconnaissable dans la descendance hybride. Il est plus difficile si le gène en question est fortement lié à d'autres gènes non désirables et si le caractère à transférer est contrôlé par plusieurs gènes. Le couplage des formes sauvages et des formes cultivées permet donc d'assurer la maintenance des compartiments cultivés pour son phénotype domestique et tout en permettant de faire communiquer pour toutes les autres caractéristiques d'adaptation les polymorphismes généraux entre sauvages et cultivés, c'est-à-dire les polymorphismes très anciennement stockés dans le compartiment spontané traduisent des adaptations très larges à l'écosystème. Donc, équilibre des diversités parasitaires, enregistrement de toutes les alternances climatiques, des diversités des sols, etc. Donc, ce couplage, il permet aux variétés traditionnelles de ne pas perdre la rusticité ni le potentiel d'adaptation et de tolérance, qu'elles doivent bien sûr aux formes spontanées. Les variétés traditionnelles ont ainsi accès à une réserve génétique presque inépuisable. Les formes spontanées réalisent à travers de grosses fluctuations d'effectifs dus souvent à des sélections fortes, l'ajustement de leur polymorphisme génétique au milieu. Donc, elles servent ainsi de relais à la coévolution des variétés traditionnelles et de l'écosystème. Donc, les formes spontanées sont ainsi les véritables réalisateurs de l'adaptation large des variétés traditionnelles. De nouvelles vidéos arrivent prochainement sur les autres parties du cours. Merci à tous.